charges fixes, ce sont les loyers, par exemple, qui pèsent très très lourd. Donc, 78% des gens qui disent oui, on va partir en vacances cet été. Bonjour Yann, bonjour Frédéric. Merci Bonjour. beaucoup de votre temps pour cette petite discussion entre nous, que ça soit chez Bellambra ou chez Pierre et Vacances. Je pense que vous avez à la fois dans le rétroviseur l'atterrissage de vos activités et devant vous, dans le pare-brise, tout ce qui est l'activité de cet été, parce que vous avez quand même une saisonnalité importante dans vos activités respectives. Comment vous voyez un petit peu les choses? Chacun peut-être commencer par Yann, côté Pierre et Vacances, comment se prépare un peu cette saison de l'été? Alors Yann, je sais que tu as pas une boule de cristal, mais à date, comment tu vois les choses? Ben, nous, en fait, on se prépare. On ne sait pas à quoi et on ne sait pas à quelle date, mais on se prépare en tous les cas. En fait, non, on est en train de travailler sur plusieurs scénarios sur nos différents produits, surtout d'ailleurs sur Center Park, parce que Pierre et Vacances, les résidences, je dirais, c'est un produit qui, logiquement, sera plus facile puisque le comportement dans un appartement de résidence, ou le comportement dans un appartement, dans un immeuble est pratiquement le même. C'est-à-dire où tu as ta cuisine, tu peux manger et cetera, donc tu es pas obligé de vivre dans des parties communes avec beaucoup de monde. Donc ça, de ce point de vue-là, on ce sera relativement simple. Par contre, sur Center Park, c'est un peu plus compliqué dans le sens où l'offre, avec l'Aquamundo, c'est-à-dire le grand bassin, et cetera, on ne sait pas sous quelle forme on va pouvoir le réouvrir. Alors, on a l'expérience de la fermeture parce avant d'être fermé, on a passé dans différentes phases, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dépasser 1000 personnes, puis 500, puis 100. À chaque fois, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'on a réussi à adapter à la fois l'offre restauration, à la fois l'expérience dans le bassin, et cetera. Donc, on peut repartir sur ce même modèle puisqu'on y est passé. La grande différence qu'il y a maintenant et que ce que l'on sait, c'est que les normes sanitaires vont énormément évoluer, beaucoup plus que même si avant c'était nettoyé, et cetera. Mais là, on va rentrer dans des normes beaucoup plus strictes, attendues à la fois par nos équipes, le personnel, et attendues bien sûr par les clients. Donc voilà, en gros, je dirais les gros sujets aujourd'hui qui sont comment, à l'ordre du jour avec les équipes. Et maintenant, quant à la date, eh ben, pour être très franc, on aimerait le savoir. Nous, on se dit que bon, vraisemblablement, ça pourrait démarrer en juin de manière lente. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au moins juillet-août, on retrouve une activité quasi normale, avec bien sûr quelques bémols quand même, mais qu'on puisse démarrer de manière convenable. Ce que l'on a fait, et je passerai la parole à un collègue de Bellambra, mais ce que l'on a fait, c'est qu'on a commencé à interroger nos clients pour comprendre dans quel état d'esprit ils étaient et quel niveau d'attente ils pouvaient avoir. Donc, on devrait avoir les résultats dans les jours qui viennent pour être vraiment fin prêt pour le 11 mai, pour qu'on sache au moment du 11 mai, parce que normalement, ça devrait être le cas. 11 mai, on devrait savoir un peu plus sur quel, sur quel schéma on va pouvoir repartir. Frédéric, toi qui es bah, aussi comme Yann, hein, hiver-été en termes de saison, il y a eu le coup près, un bout de saison qui nous a manqué sur la fin avril. Toi, tu vois comment la perspective de l'été de votre côté? oui, alors, tu as raison, Vangelis, on a fermé finalement l'hiver un peu en catastrophe. On a évacué plus de 1000 collaborateurs et 5000 clients chez Bellambra en 3 jours. Bon, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que ça s'est bien passé et que voilà, tout le monde a joué le jeu, à la fois les clients et puis on a eu des super collaborateurs qui ont permis que cette fermeture se passe du mieux possible dans ce niveau d'urgence et assez inattendu. En fait, hein. Donc, notre saison d'hiver, elle était bien partie. C'est dommage parce qu'elle s'est arrêtée et du coup, elle s'est arrêtée vraiment euh, avant la fin de manière importante. Donc, on a 25%
à peu près de la saison qui n'a pas été faite. Et dans un secteur où les marges sont toutes petites comme le nôtre, si on n'a pas fait 25% du chiffre d'affaires, évidemment, on n'a pas du tout fait la rentabilité de la saison. J'imagine que c'est pareil chez Vacances. Donc la perspective de l'été, nous, on sait que voilà, ça va être difficile, évidemment. On a beaucoup d'incertitudes. La première incertitude, c'est vrai qu'elle est liée à la date de réouverture. Ce qui est difficile, c'est que je pense qu'on tout le monde a besoin de. Évidemment, on comprend qu'il faut du temps, faut comprendre quels protocoles doivent être mis en place, le déconfinement, comment il doit se faire. Tous les acteurs ont une vraie confiance dans les autorités pour prendre les bonnes décisions. Mais ce qui aiderait les professionnels, c'est non pas forcément d'ouvrir le plus tôt possible, mais surtout de savoir quand est-ce qu'on ouvre. Donc c'est vrai que je préférerais, à titre personnel, savoir que nous ouvrons pour le 1er juillet, mais qu'on le sache voilà, d'ici la mi-mai, plutôt que d'ouvrir 3-4 jours avant, en juin, mais qu'on l'apprenne que 3-4 jours avant. Parce qu'en fait, il y a vraiment une inertie évidemment des réservations. C'est bien normal, hein. Les clients eux-mêmes ont besoin de se projeter. Donc, ce qui est important pour nous, c'est non pas de précipiter les ouvertures, on comprend évidemment très très bien, et à la fois pour nos clients et puis pour nos collaborateurs, il faut encadrer cette ouverture comme il le faut, et on comprend que toutes les réponses n'existent pas aujourd'hui, il faut voilà, prendre du temps. En revanche, il est important d'avoir la possibilité de se projeter rapidement. La deuxième chose, pardon, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a une réflexion, bien évidemment, autour des standards d'ouverture et de nouveaux protocoles que l'on saura adapter. Et je rejoins Yann, on sait s'adapter et on saura s'adapter. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie parce que, en fait, les villages et les clubs de vacances sont habitués à mettre en place des standards très exigeants, que ce soit les standards sanitaires autour de l'hébergement, mais aussi de la restauration. Donc, on sait mobiliser des ressources, on sait assurer la sécurité physique au sens large des clients, des collaborateurs. On a des équipes qui sont très formées à beaucoup de protocoles. Bon, rajouter des gestes supplémentaires est assez simple finalement, puisqu'on dispose du personnel et des process qu'il faut adapter plutôt que complètement créer de toutes pièces. On a l'habitude, on est des partenaires connus et reconnus des autorités sanitaires qui nous contrôlent déjà en temps normal, donc on sait opérer dans un environnement, je dirais, de process, voire de contraintes. Club de vacances, on a aussi des infrastructures en fait, hein, qui permettent les gestes barrières. Donc, on a des grands espaces, beaucoup de plein air. On peut déporter aussi des restaurants pour respecter des distances, etc. Et puis, on connaît enfin assez bien nos résidents et nos collaborateurs. On sait qui ils sont, on sait où ils sont. Donc, on a cette capacité finalement à pouvoir les évacuer si c'est nécessaire, à avoir à peu près une idée que nos clients, nos collaborateurs ne sont pas lâchés dans la nature, dans une location d'un particulier qui est peut-être moins habitué à avoir ces process encadrés comme peuvent l'avoir et les villages vacances et les résidences de tourisme. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cette notion à la fois de pouvoir se projeter pour réentamer un cycle de réservation pour les clients et les collaborateurs. Et puis enfin, beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'on sait opérer dans des conditions sanitaires plus strictes que ce que nous faisions déjà avant, parce qu'on en a l'habitude. Justement, c'est un vrai sujet, la communication, et vous l'avez évoqué tous les deux, ce sera probablement l'enjeu des prochaines semaines, que ce soit la communication en interne avec les collaborateurs et puis la communication vis-à-vis du grand public. Vous avez plutôt une exposition très marché domestique. On a beaucoup de mix clientèle français dans vos établissements traditionnellement. Bon, quelque part, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que vous sentez déjà, enfin, on va commencer par Yann de ton côté, est-ce que tu sens déjà un peu
les Français qui se renseignent, ceux qui devaient partir en Espagne, qui se disent bah, plutôt on va partir en France? Est-ce que tu as déjà des faisceaux faibles comme ça qui remontent ou c'est encore trop tôt? En fait, c'est pour ça que, oui, alors c'est vrai que nous, on est sur un marché, domestique. En été, on est selon les résidences, 80-90 c'est du domestique, hein. Et c'est pour ça que là, on va rentrer dans une phase qui est critique pour nous, parce que c'est le moment où en grande partie, on engrange les réservations de juillet-août. Ça commence là. Jusqu'à maintenant, on faisait le point, par exemple, pour donner une idée, c'est qu'à date, les réservations qu'on a sur juillet-août, on a un retard de 10-12 par rapport à l'année dernière. Donc on pourrait penser que c'est assez, limité le retard jusqu'à maintenant. Par contre, les réservations en général, elles se font à partir de maintenant jusqu'au mois de juin pour juillet-août. Et le fait de ne pas avoir de visibilité sur la réouverture fait que le 1er sondage qu'on a fait, c'est qu'en grande partie, les gens ils disent 2 choses. Premièrement, oui, à 78 dans le sondage qu'on a fait, disent ça, c'était sur Maïva, par exemple, parce que j'ai demandé à chacune des divisions de faire ça, hein, pour qu'on ait vraiment, en gros, c'est 78 des gens qui disent, «Oui, on va partir en vacances cet été», mais par contre, ils attendent tous de savoir quelles seront, les règles que vont imposer les gouvernements, les différents gouvernements d'ailleurs, hein, il n'y a pas que les Français, hein. Et donc, pour pouvoir réserver. Et donc, à partir du moment où ils ont le souhait de réserver et qu'ils ne savent pas, morale de l'histoire, on est obligé de mettre en place des offres extrêmement flexibles, à la fois sur les annulations et à la fois sur les acomptes, parce que on ne peut pas exiger de quelqu'un de réserver quelque chose avec un type d'acompte classique, alors qu'on ne sait pas s'il va pouvoir venir. Donc c'est ça en fait la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est vrai que le plus tôt on saura, et c'est pour ça que nous on s'est plutôt mis en place en disant bon graduellement ça pourrait être du juin, quand je dis juin plutôt mi-juin d'ailleurs entre nous, etc. Mais ce qu'il faut c'est dès qu'on va pouvoir avancer à ce moment-là, je pense que là on aura un ciel qui sera un peu plus dégagé et on saura quelle est la vraie tendance. Parce qu'en effet, on pense que la tendance restera domestique, mais pas qu'en France, hein. Les Français resteront en France, les Belges resteront en Belgique, et cetera, et cetera. Ce qui veut dire que d'ailleurs le pays qui risque de souffrir le plus entre nous, pour nous par exemple, c'est l'Espagne. On sait très bien qu'en Espagne, l'été n'est pas rempli par les Espagnols. Les résidences, c'est rempli par des gens du Nord, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Allemands, et cetera. Ça, par contre, ça risque d'être difficile sur l'Espagne. Toi, de ton côté, Frédéric, alors sur la réservation cet été des Français, tu as un peu de feedback, un peu de faisceaux faibles? Il y a une grande incertitude, donc il y a pour l'instant pas de réservation, hein. C'est vraiment un flux, très très faible, on n'a quasiment pas on avait bien entamé, notre début, on était contents de nous, bon, ça n'a pas bougé depuis, le 15 mars, hein. Donc on est confiant sur le fait que les Français vont vouloir effectivement, rester en France, mais pour ça, il faut une date, pour pouvoir se projeter et commencer à réserver. Là aujourd'hui, on ne traite, pas de réservation, on ne traite que des questions souvent, auxquelles on ne sait pas répondre, c'est-à-dire, à quelle date vous allez rouvrir, est-ce que, la piscine sera bien ouverte, et cetera, et cetera. Donc c'est vrai que nous, notre plus grande contrainte aujourd'hui, c'est gagner en visibilité, avant même de gagner en avancement de date, je dirais. Enfin, Frédéric, tout ça, tu évoqué tout à l'heure toute la mise en place, sanitaire. On imagine qu'il y a quand même un coût qui est connecté, à ça. Alors oui, il y a eu des mesures d'urgence pour soutenir les entreprises et puis si vous avez envie d'évoquer, je laisserai à chacun, peut-être en parler 2 minutes, mais tout le coût qu'il va y avoir, que ce soit de la formation, que ce soit la mise en place de matériel, d'équipement, on parle de gel, on parle de masques, et cetera. Forcément, ça va venir à la fois alourdir le coût de l'exploitation et aussi créer un peu de frottement dans la fluidité du service, hein, parce qu'on aura peut-être un peu moins de temps, enfin, on devra passer plus de temps avec chaque personne ou différemment. Comment est-ce que toi, tu sais déjà chiffrer un peu dans les grandes lignes ces éléments-là ou c'est quoi un peu tous ces coûts cachés
qui sont liés au monde de demain, en tout cas celui des prochaines semaines? On sait pas, on l'a pas vraiment chiffré. Aujourd'hui, enfin on a quelques axes, mais je dois dire que, ce sont des coûts, qui s'imposent. Donc, j on sait qu'il va y avoir des surcoûts parce que, on va passer beaucoup plus souvent le ménage, dans les parties communes, parce qu'on va désinfecter, encore plus souvent, tout un tas de surfaces, parce que, on va espacer les horaires de service dans les restaurants pour pouvoir limiter les capacités. Donc, ça va faire des gens qui travaillent plus longtemps. On sait tout ça, mais je dirais par rapport aux charges que nous avons aujourd'hui, nous avons tellement de mal à retirer ces charges fixes. Je dois dire que moi, ma priorité, elle est plutôt à travailler sur les charges fixes que nous avons aujourd'hui. Charges fixes, ce sont les loyers, par exemple, donc qui pèsent très très lourd. Donc c'est 25% à peu près du chiffre d'affaires chez Bellambra. Dans une résidence de tourisme, c'est souvent encore plus. Euh, donc, euh, donc je dirais ces coûts sanitaires qui s'imposent à nous, qui sont aussi une question de responsabilité pour nos collaborateurs et de responsabilité pour nos clients, m'inquiètent un peu, mais voilà, on doit faire avec, on fera avec. Ce qui est plus difficile, en fait, c'est avoir encore des charges importantes qui sont fixes quand on a zéro de rentrée de chiffre d'affaires. Donc, le gros sujet, franchement, il n'est pas tant dans l'équipement en gel, en masque, etc. Ce qui me fait peur là-dessus, moi, c'est plutôt comment on arrive à en trouver avec les arnaques qu'il y a en ce moment et comment on se les procure, on procure les bons. Donc c'est plutôt un sujet d'approvisionnement, je trouve, que de coût. Et puis voilà, le sujet coût, il est sur la variabilisation des charges fixes, c'est-à-dire les loyers, les taxes, y compris les taxes locales, hein, foncières, CFE, etc. On a, pour Bellambra, on a mis évidemment au chômage partiel une grande partie de notre de nos collaborateurs. Il y en a encore beaucoup qui travaillent et je les en remercie d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils travaillent pour faire des annulations. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait partie aussi des difficultés. Bon, les réponses des pouvoirs publics ont été très fortes. Hein. Il n'y a aucune question là-dessus. Je pense qu'il faut aussi le saluer. On a une grande écoute et puis beaucoup de pragmatisme auprès enfin, de la part des pouvoirs publics, mais il faut continuer à trouver des moyens de variabiliser au maximum ces charges. Ça doit être zéro globalement quand on est fermé. Et ensuite, il faut que ce soit en fonction de l'activité qui est réalisée. Bon, si on fait 30% de chiffre d'affaires en moins cet été, il faut qu'on ait au moins 30% de ces charges fixes habituelles qui soient enlevées. Et malgré le fait qu'on soit fermé, Yann, il y a quand même des coûts incrémentaux, enfin, qui sont toujours là. On a parlé des loyers, mais il y a aussi Oui, d'autres oui, éléments. c'est sûr qu'on a des coûts dans chacune des résidences. On a du personnel qui reste de maintenance, de gardiennage, etc. Et par exemple, dans les Center Parks, on a des animaux, il faut bien s'en occuper, etc. Donc, on a même été obligé de renforcer la sécurité parce que dans certains, notamment en Allemagne, on a eu des vols. Donc, c'est vrai qu'on a des coûts, il ne faut pas croire que. Et puis, on a des abonnements qui continuent à tourner, etc. Donc, voilà, donc on a des coûts. Le point que soulève Frédéric est très vrai. Ce problème de loyer est vraiment un sujet extrêmement sensible pour notre activité en général. Et le point aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le problème de tous ces coûts, ce n'est pas uniquement pendant la période de fermeture. C'est qu'on aura une période de ramp-up qui va pas se borner à 3 4 mois. C'est-à-dire que là, on est parti sur une aventure qui va durer un bon moment avant qu'on reprenne nos réflexes et l'activité normale. Parce que très franchement, tant qu'on n'aura pas trouvé le vaccin, on aura de toute façon le risque qui tourne autour. Et on le voit d'ailleurs sur l'Allemagne depuis hier, où ils ont dit on repart en déconfinement, et au même moment, il y a un accroissement
du nombre de gens qui sont contaminés avec le nombre de morts, etc. Donc c'est vrai que là, ce qui serait terrible pour tout le monde, hein, c'est pas que pour nous, c'est qu'on se prenne une deuxième vague. Donc ça va être tout l'enjeu. Donc le point, c'est qu'on aura une période de ramp-up qui va traîner. On ne va pas démarrer au quart de tour. Et c'est vrai que si on n'est pas capable d'adapter la grosse partie de nos coûts par rapport à par rapport à cette montée en puissance, ça va être mortel, quoi. Et en plus, c'est vrai qu'on aura des coûts supplémentaires. Nous, on a chiffré la partie uniquement produit, hein. Je ne parle pas personnel supplémentaire, etc., etc. On est grosso modo, dans une première estimation, autour de 5 millions tous les trimestres, à peu près, D'achat de, de de gel, tout de ça? gel, de masques, de visières, d'hygiaphones, enfin tout ce qu'on doit mettre en place. Parce que le point, c'est notre responsabilité, c'est les clients, bien sûr, mais le personnel. Il faut qu'on protège la santé de notre personnel et il faut qu'ils viennent, qu'ils se retrouvent dans des conditions optimum, etc. On est même en train de travailler sur différents scénarios parce qu'on parle, on parle de nos sites opérationnels, mais on parle également du siège. Au siège, on a des open space, etc. Donc là, on est en train de travailler sur des rotations pour que les gens, il y ait une partie de notre personnel qui continue à travailler depuis chez eux, pour pas qu'on accumule un nombre de gens importants dans les salles, etc. Donc c'est vrai que d'un seul coup, ce qui semblait une vie normale d'un siège ou une vie normale d'une entreprise devient une sorte de casse-tête où il faut revoir. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a refait tout le cheminement du client et tous les points de contact que l'on allait avoir avec le client, soit en se disant on va tout faire pour les éviter et l'anticiper. C'est là où le numérique nous aide beaucoup quand même, hein. Mais par contre, c'est vrai que quand tu dis sur les Center Park, on va prendre la température de tous ceux qui arrivent en voiture pour nous assurer qu'il n'y ait pas de problème, et d'un autre côté, tu es obligé de le faire parce que tu ne peux pas prendre le risque d'avoir une famille qui est contaminée avec la fièvre, etc., qui débarque au milieu de tout le monde, même si les cottages sont répartis. Donc c'est vrai que là, on va rentrer. Moi, ce que j'expliquais aux équipes, c'est de dire bon, on va rentrer. Moi, je suis de la génération qui prenait l'avion sans être obligé de faire des contrôles de sécurité. Ben maintenant, c'est plus possible ça. Il y a plus un jeune qui envisage de prendre l'avion sans avoir été contrôlé, enlever sa ceinture, ses chaussures, etc. et sa montre. Eh bien, on va être dans un premier temps, tant qu'on n'aura pas ce vaccin qui va nous régler ce problème une bonne fois pour toutes, on va être dans ces conditions sanitaires obligatoires, c'est sûr. Alors, il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur parce on essaie d'observer quand même l'enjeu économique et les cycles. Cette situation-là, elle peut avoir des répercussions. Alors, on ne va pas faire de débat sur est-ce qu'on paiera un jour la dette ou pas. On va laisser ça aux économistes. On va rester dans notre secteur. Nous, notre secteur, il pèse pour 8% du PIB. C'est une locomotive et un fleuron industriel au niveau français. On a une forme de leadership au niveau mondial, ou en tout cas au niveau européen. C'est quoi vos craintes par rapport à l'investissement? Parce qu'on sait qu'on a des cycles, hein, on doit renouveler nos produits, on doit les adapter aux évolutions des clients, et Dieu seul sait qu'il y en aura probablement dans les mois qui viennent des façons de consommer un petit peu différentes. Frédéric, est-ce que c'est déjà des questions sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir? Est-ce que c'est pas un vrai danger que vous avez identifié de cette histoire de CAPEX, de renouvellement de produits, de développement? Ah, c'est un sujet majeur. D'abord, on est une industrie à CAPEX très élevé, temps long et marge très faible. Bon. Et donc l'industrie, en plus là, elle est en train de faire des pertes et de s'endetter. S'endetter de manière très importante pour tenir et survivre. Donc forcément, il va y avoir un énorme ralentissement des investissements si rien n'est fait. Donc, parce que très souvent, les opérateurs, en résultat net, c'est 2-3%, donc d'une année normale. Donc évidemment, quand en plus, il faut rembourser une dette non prévue, entre guillemets, tout s'allonge. Tout s'allonge. On avait calculé, voilà, si par exemple sur les loyers, ils
on devait supporter 6 mois de loyer pendant cette période, il faut au moins 5 ans que toute l'entreprise travaille pour ne faire qu'une chose, rembourser 6 mois de loyer. Enfin, vous voyez, on est sur des temps terribles déjà sur les charges. Alors, sur les CAPEX, c'est encore plus important et chaque CAPEX est évidemment très intensif dans nos métiers parce que il y a des kilomètres carrés de carrelage, de peinture, etc. un peu partout. Donc, c'est un vrai sujet, à la fois évidemment pour prendre des mesures à court terme, mais après sur le long terme. Donc, il faut réfléchir à une série de mesures. Bon, j'ai parlé des charges et d'essayer de les variabiliser et d'en effacer le plus possible sur cette première période. Et puis après, il va falloir travailler aussi la demande. Donc, nous, on a réfléchi à faire des propositions. On peut imaginer un retour de la TVA appliquée à nos métiers en 2011, par exemple. On était à 5,5. On peut imaginer que cette année, le pouvoir d'achat des Français sera pas le même. L'année prochaine sera un petit peu plus dur aussi. Ça fait partie des réflexions qui peuvent amener, je pense, à soutenir le secteur à la fois par une politique de demande, en fait. Et puis après, pour l'offre, il faut trouver des solutions pour maintenir les investissements. On a 3 projets majeurs sur lesquels, évidemment, on est en arrêt. C'est des projets de développement, donc même sans parler de l'existant et la montée en gamme euh, des clubs existants, pour continuer à ouvrir, continuer à opérer dans des nouvelles stations, se mettre aux standards internationaux. Il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Et c'était déjà difficile dans notre secteur parce que c'est très, très saisonnier. On est ouvert globalement 6 mois par an. De réussir à orienter des investissements euh, par rapport à d'autres secteurs qui sont ouverts toute l'année. Je pense à l'immobilier de bureau, par exemple. Donc là, cette crise, elle est d'autant plus importante. Donc il faut trouver des mécanismes qui vont faire que les taux de rendement attendus diminuent, qu'on puisse opérer plus facilement et soutenir l'investissement. Et ça, il va falloir une politique très, très majeure des pouvoirs publics ou de leurs institutions. On pense à la BPI ou à la Caisse des dépôts, bien sûr, qui ont un rôle, je pense, absolument déterminant dans les 3-4 prochaines années pour faire que l'investissement perdure. Toi, Yann, qui a un long historique dans le secteur, il ne faudrait pas, enfin, ce serait bien d'avoir des scénarios avec de l'inflation quand même, pour soutenir tout ça ou l'aider ou l'accompagner. En fait, le point, c'est qu'on va tous sortir rincés de cet épisode, hein, que ce soit à titre individuel ou que ce soit au niveau entreprise. Donc, la question pour tous, dans un premier temps, ça va être de reconstituer son cash et de pouvoir repartir, etc. Donc, c'est vrai que les coûts vont être revus au minimum, les capex vont être revus, etc. Donc ça va durer un moment. Je pense que c'est évident que ça va se passer comme ça. Maintenant, le point sur lequel il faut qu'on fasse très attention, il faut surtout pas que l'industrie rentre dans une sorte de guerre tarifaire extrême, parce que de toute façon, ce serait se tirer une balle dans le pied, de toute manière. Et parce qu'en effet, on peut pas faire ce type de politique et en même temps dire, et d'ailleurs c'est le constat, d'avoir des marges basses. Donc si à un moment donné, avec des coûts supplémentaires, faut pas rêver. Donc il va falloir qu'on soit très précis dans la manière de faire. Vraisemblablement, je pense qu'il y aura on va revoir nos modes de fonctionnement. Il y a certains aspects qui seront revus, notamment tout ce qui est digital, l'accueil, etc., pour simplifier au maximum toutes les procédures, etc. Et puis, en dehors de ça, je pense qu'il y aura vraiment, il va y avoir une partie, il y aura une première partie qui va vraisemblablement être sur le must to have versus le nice to have, hein.
on va être concentré sur vraiment les priorités, etc. Alors que quand tu es dans une période plutôt, je dirais, positive, tu as tendance à regarder des projets alternatifs sur le côté. Là, vraiment, on va être sur l'essentiel pour pouvoir nous en sortir. Et je pense qu'on ne sera pas les seuls. Tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire ça. Et parce que l'économie va reprendre très lentement. Il y a des secteurs, quand on prend par exemple, c'est pas notre cas, on n'est pas sur, je pense que ce soit pas le cas non plus de Berlambra, on n'est pas sur des produits très très haut de gamme, ou là qui dépendent d'une clientèle plutôt internationale. Mais eux vont souffrir énormément également parce que la clientèle internationale, avant qu'elle revienne se prendre son avion et croiser des groupes de Chinois et d'Américains dans nos hôtels haut de gamme, etc., ça va prendre un peu de temps quand même, hein. Tout ce qui est activité MICE aussi va être terriblement impacté. Donc c'est vrai, quand on commence à cumuler tout ça, on le voit d'ailleurs sur les difficultés sur des petits dossiers de type les bistrots, etc., qui sont petits. Si tu leur dis, celui qui a 40 couverts, tu lui dis, ben, maintenant ta capacité maximum c'est 15, je ne sais pas comment ils peuvent faire entre nous, hein. Donc, je pense que là, on a eu une première étape qui a été une étape sanitaire. Là, on commence à aborder le sanitaire et l'économique, et puis après, on va aborder l'économique. C'est vrai, je rejoins Frédéric, je pense que le gouvernement, honnêtement, a réagi de manière très, très dynamique dès le début en disant, OK, ça va pas tergiverser le chômage, tout ça, c'est allé très, très vite. Mais c'est vrai que la deuxième étape, le deuxième étage de la fusée, qui va être au moment où on va repartir et le ramp-up, il ne faut pas s'imaginer que dès que ça repart, c'est fini, c'est derrière nous. Ça va rester devant nous un bon moment, hein. Alors, euh, je cite l'exemple parce que je suis le plus ancien de nous trois là, mais je vous rappelle qu'en 90-91, première guerre du Golfe, rêve part de Mercure, on a mis 7 ans pour s'en remettre, hein. Et le 11 septembre, quand il y a eu l'affaire du 11 septembre, l'hôtellerie américaine a mis pratiquement 8 ans pour revenir sur ses revparts, etc. Quand même. Donc on voit bien que des impacts qui étaient à l'époque moins forts que ne l'est le coronavirus, parce que c'est quand même la moitié de la planète qui est confinée. Quand on voit le nombre de chômeurs qu'il y a aux États-Unis, où d'un seul coup, il y a autant de chômeurs en 15 jours que toute la population active de la France, presque, c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, ça. Donc, c'est sûr qu'il va falloir se mettre. On ne peut pas dire qu'on est rentré dans une guerre et ne pas mettre en face une économie de sortie de guerre. Donc, on va être obligé de trouver. Moi, j'ai pas la solution comme ça, hein, mais c'est vrai que il va falloir que tout le monde se gratte la tête pour trouver les bons réflexes, parce qu'on n'est pas le seul secteur hein, qui est impacté, hein. Il va y avoir beaucoup de secteurs qui sont impactés. Nous, la seule différence que l'on a au niveau de tout ce qui est hôtellerie et résidence touristique, c'est que le produit que l'on vend, ce qui n'est pas vendu aujourd'hui, je ne peux pas le vendre 4 fois demain. C'est la grande différence qu'il y a. Donc, toutes les journées perdues, pour nous, sont des journées perdues définitivement. D'ailleurs, ce ne sont pas des journées, en général, ce sont des nuits. Mais c'est vraiment le vrai sujet. Les autres peuvent stocker, vendre un peu moins cher, par groupe, etc. Nous, on ne peut pas. Ce qu'on n'a pas vendu, ce qu'on n'aura pas vendu ce soir, et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on est dans une activité, que ce soit celle de Frédéric ou les autres, etc., où c'est qu'on a zéro chiffre d'affaires en ce moment. C'est pas qu'on est un peu moins, c'est qu'on en a zéro. Zéro de chez zéro. Et c'est ça qui est terrible. Et avec des milliers d'employés, etc. Donc le doute qui s'installe pour nous, il s'installe aussi pour nos équipes. Ça, c'est extrêmement stressant hein, pour eux parce qu'ils sont soit surchargés en ce moment. Tu as une catégorie de gens qui sont surchargés parce qu'il faut répondre, préparer le truc. Tu as ceux qui sont dans l'inaction et qui attendent et qui se posent des questions en disant est-ce que ça va réouvrir et quand et est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, etc. Donc on est dans un environnement général anxiogène aussi, ce qui n'est pas. Ouais, justement, Yann, je pense qu'il y a 2 sujets qui sont importants. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui, le terme choisi, c'est distanciation sociale. Je trouve que le terme qui serait plus adapté dans nos métiers, c'est peut-être distanciation physique, parce que le contact social, c'est aussi une part de l'expérience qu'on recherche. Et je pense qu'il faudrait qu'on l'utilise de plus en plus.
On parle qu'effectivement, il y aura des éléments de relance et on sait que l'humain, que ce soit les collaborateurs ou les clients, mais parlons avant tout des collaborateurs, va être un vrai sujet. Alors, l'État a réagi d'urgence en essayant de nationaliser au maximum les charges. Aujourd'hui, ceux qui sont au chômage partiel, est-ce qu'il ne faudrait pas nationaliser aussi l'emploi et qu'on permette, au lieu de qu'ils soient payés à être en chômage et je schématise, à déprimer chez eux, est-ce que ce serait pas mieux de les payer à être là pour que la demande puisse rencontrer l'offre et que sur cette période de phasage, on puisse ouvrir dans de bonnes conditions et accompagner. Frédéric, comment ça se passe le moral des troupes de ton côté? C'est dur, parce qu'en fait, bah, les équipes de villages de vacances, ils aiment les gens. C'est pour ça qu'ils font ce métier, en fait, profondément. Donc, moi, j'en ai régulièrement au téléphone là, et puis ils disent, ben là, il fait beau, tout est bon, on est sur notre site et il y a personne, on est bientôt en mai, c'est pas possible. En fait, ils sont profondément affectés dans leurs émotions, parce que voilà, ce sont des gens qui bossent avec leurs tripes, qui prennent finalement leur énergie à travers le rire des gens, à travers voilà, le sourire des clients, etc. Et donc, être dans un club avec 450 logements fermés, 3 piscines, 2 restaurants vides et à se promener dans 15 hectares, c'est profondément un mal-être terrible pour eux. Donc, on essaie de leur filer du courage, hein, voilà, on essaie de garder contact le plus possible avec eux. On a fait aussi des actions de solidarité. En fait, ça, c'est des éléments qui sont importants pour eux, qui sont aussi importants pour nous en tant qu'entreprise, hein, en tant qu'acteur responsable et social. Donc, bon, on héberge des soignants pour qu'ils puissent se reposer à certains endroits. On a mis à disposition des lits auprès de certains services, pompiers, gendarmerie, etc. On a lancé une opération en partenariat avec les hôpitaux de France, qui fait que pour tous ces jours qui seraient réservés dans les prochains mois pour l'été, on reverse une partie à cette fondation des hôpitaux de France. Donc, on a lancé aussi voilà, des conditions favorisées pour le personnel soignant. Donc, on essaie d'être solidaire, c'est important pour nos équipes, ça, ils attendent ça. Quand on a fermé, on a donné beaucoup de masques que l'on avait, beaucoup de vivres que l'on avait dans nos réserves, puisque évidemment on avait commandé pour faire encore 6 ou 8 semaines. Et donc on a donné tout ça à beaucoup d'associations. Ça, c'est des éléments forts qui étaient importants pour les équipes. Et puis voilà, ce qui va les aider, je pense, ces équipes qui attendent, comme disait Yann, bah, c'est effectivement de pouvoir se reprojeter et comprendre quand ils peuvent retrouver la vie qu'ils aiment et les clients qu'ils aiment. Ils ont le stress que vient d'expliquer Frédéric, c'est-à-dire la partie professionnelle. Et en même temps, ils ont aussi, tu le vois, le stress personnel. C'est-à-dire que moi, je vois, on en a eu qui ont eu le coronavirus dans nos équipes. Tout le monde aujourd'hui connaît quelqu'un qui l'a. Donc, on en a ses proches, c'est leurs enfants, leurs parents, etc. Et donc, ils ont ce double stress à gérer, quoi, en plus. Et c'est vrai que il faut. Par contre, et là, je rejoins Frédéric, je suis d'accord, on sent aujourd'hui une vraie volonté d'entraide. Les gens sont dans les starting blocks, en gros, prêts à foncer sur soit aider, soit des initiatives. Et bien sûr, ils attendent tous de reprendre leur boulot le plus vite possible, hein, parce qu'en fait, beaucoup de gens se réalisent beaucoup par leur travail. Et, euh, et en France, on a tendance à considérer le travail comme une punition. Or, c'est l'inverse. Beaucoup de gens se réalisent par leur travail et c'est comme ça qu'ils se réalisent. Et là, on le voit dans des moments comme ça, hein. Les gens, ils ne sont pas particulièrement heureux d'être chez eux à rien faire. C'est pas vrai. Une grande partie sont euh, ils trépignent de pouvoir repartir et faire leur travail. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé
vos points de vue et d'avoir pris du temps dans ce moment, parce que je sais que vous êtes très pris par vos organisations respectives et évidemment, c'est une situation complètement inédite. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Yann. Bon courage pour la suite et merci de continuer à faire battre le cœur de ce secteur qu'on aime. Et à Merci bientôt, on se Vangelis. revoir tous physiquement. Oui, Au à très revoir. vite. Merci. Merci. Ciao.